Ça y est, le printemps revient. Après un hiver intense, je vais pour ma part m'offrir une petite détox de printemps à l'aide du soufre pour le foie, du chrome pour drainer et aider le pancréas, puis de la citrobétaïne pour la régénération du foie et comme alcalin. Et je vous conseille personnellement d'utiliser la gamme de chez Oemine Nature sur oemine-nature.com qui propose depuis plus de 20 ans des vitamines, des oligo-éléments d'origine naturelle, des extraits de plantes et des cosmétiques bio formulés par un dermatologue. Merci infiniment à eux pour leur soutien. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité est un inspirant philanthrope dont la vocation et la mission est d'œuvrer dans le sens de promouvoir le mieux-être des individus sur le plan social, environnemental, humanitaire et éducatif. D'abord producteur et manager d'artistes dans la musique, il lance avec ses deux frères une fondation familiale visant à soutenir des pionniers engagés dans le changement de paradigme et ainsi de contribuer à l'élévation de la conscience collective pour un monde plus harmonieux, responsable et joyeux. Nous allons explorer comment la philanthropie peut contribuer à l'émergence de leaders inspirés grâce au pouvoir de l'amour. Je suis ravie d'accueillir Michael Lunt dans Métamorphose. Bonjour Michael. Bonjour Anne. Alors, nous y voilà. Qu'est-ce que la philanthropie pour toi d'abord Michael ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Et dans la mission de la fondation, j'ai lu que vous disiez que c'était a creative force for good. Creative force for good. C'est en ça. effet. La philanthropie, je crois aujourd'hui, en tout cas c'est la mienne, chacun le fera à sa manière, mais la mienne, c'est plutôt rentrer en amour avec quelqu'un qui fait quelque chose dans lequel nous croyons, quelque chose qui peut améliorer l'humanité. Un peu à l'image de la musique, je veux dire, c'est rendre possible à un artiste ou une personne qui a un talent, le rendre possible pour qu'il puisse s'exprimer et se développer. Et tu dis que, on a préparé cet entretien, et tu dis que vous cherchez à inspirer, à faciliter la naissance d'un nouveau paradigme et à soutenir ceux qui osent en faire une réalité. Il y a vraiment cette... Oui, on vit dans un monde actuellement qui a trop extrait de la nature, extrait des gens, d'où les burn-out, et on pense que la seule manière de s'en sortir est de revenir vers un monde qui soit beaucoup plus équilibré. Et pour ça, il faut régénérer les énergies, il faut régénérer les sols, il faut régénérer nos ressources, les ressources qui nous permettent de vivre. C'est pour ça que ce paradigme dont tu parles doit être changé, à mon sens, et à notre sens, je dirais. À quoi pourrait ressembler une société idéale, finalement, pour toi ? Une société idéale, pour moi, c'est une société où on aime, une société où on s'aime, on aime les autres, on aime le vivant en général. On a envie de donner plutôt que de prendre. C'est une société où il y a un équilibre qui se fait naturellement, et donc une harmonie également. Et au niveau économique, ça pourrait prendre quelle forme, justement, parce que vous soutenez énormément de projets qui cherchent aussi à régénérer quelque part l'économie. Oui, ce serait une économie au service, plutôt qu'une économie prédatrice. Une économie au service du vivant, au service de la société. Une économie qui apporte quelque chose de plus. Comment est-ce qu'on peut aussi remettre l'humain, en fait, au cœur de ce projet ? Parce que souvent, l'humain, finalement, parfois, en est extrait quelque part. Je crois que d'abord, c'est voir qui est chacun, quels sont nos talents personnels, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous anime, et de prendre plutôt cela comme base chez chacun de nous, plutôt que d'essayer de mettre tout le monde dans un même format et essayer de demander la même chose à tout le monde, ou essayer de demander des choses à des personnes qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas le talent de pouvoir le donner. C'est vrai qu'on parlait aussi un peu hors antenne, comment finalement ces nouveaux leaders, quelque part, pourraient être inspirés par le pouvoir de l'amour,
qui paraissait presque être un gros mot il y a quelque temps. Parler d'amour dans le business, dans les affaires, dans des projets, c'est un peu compliqué. Et pourtant, on aspire tous à ça. Et voilà, quelle forme ça peut prendre ? La forme, de nouveau, c'est, je crois, être à l'écoute de l'autre, voir un peu ce que l'autre veut, ce pourquoi il est fait, quelle est sa personnalité. Et de nouveau, c'est l'amour, c'est quoi ? D'abord, définissons l'amour. Je crois que l'amour, c'est donner avant tout, c'est s'intéresser à l'autre, c'est vouloir le bien de l'autre. Je crois que c'est plutôt par là qu'il faut appréhender les choses, oui. Ces pionniers que vous soutenez, est-ce que tu peux nous donner des exemples, voilà, de projets concrets que vous avez soutenus, de ces leaders inspirés, inspirants, puis comment ça a commencé finalement ? Il y a 9 ans, quand nous avons commencé la fondation, donc elle a été co-créée avec Guibert Delmarmol et moi-même, et financée par mes 2 frères et moi-même, on s'est intéressé à l'agriculture, parce que l'agriculture était un sujet qui touche énormément d'autres sujets. D'abord, la qualité des sols, et puis forcément, derrière ça, la qualité des produits qui en proviennent, le bien-être aussi des gens qui travaillent ce sol, parce ils sont souvent regardés du doigt en disant mais vous tuez tout ce qu'il y a dans le sol, alors qu'ils ont fait simplement ce qu'on leur a dit de faire, et donc ils sont, je crois, tout à fait de bonne foi. Il y a aussi les problèmes climatiques, il y a beaucoup d'autres problèmes qui viennent, qui sont attachés à la manière dont on fait, dont on pratique l'agriculture. Ça, c'est une première chose. Donc, on a soutenu la ferme du Bec et Loing. Assez rapidement, on a soutenu la ferme du Bec et Loing, qui est basée en Normandie, en France. On les a soutenus dans la recherche qu'ils font au niveau de la permaculture, à savoir la recherche à l'époque, c'était dans le but de pouvoir installer des jardins urbains. Donc, qu'est-ce qu'on peut produire à partir de 1000 mètres carrés ? C'est une des recherches qui a pris plus de 3 ans et demi maintenant. Et par exemple, c'est nourrir en légumes entre 40 à 45 familles pendant 1 an et pouvoir payer quelqu'un, je crois que c'était 35 000 € pour une année. Donc c'est quand même intéressant, c'est une référence. D'autres projets que nous avons soutenus, c'était aussi dans l'intelligence collective. Il y a un projet aussi français qui s'appelle Make Sense, qu'on soutient aussi toujours maintenant, parce qu'ils viennent chaque fois avec des projets chaque fois innovants. Oui, ils étaient un tout petit nombre au départ, et maintenant ils sont... Ils étaient 3 qui travaillaient bénévolement. Aujourd'hui, ils sont 75 sur un payroll. Leur force, c'est de mobiliser autour de projets importants, autour de sujets importants, comme c'était le cas pour la gestion des déchets, aussi la gestion des migrants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces migrants ? Comment est-ce qu'on peut les voir autrement aussi que simplement comme des gens qui viennent nous envahir ? Ce sont des gens comme nous tous qui cherchent une chose, c'est la paix. C'est la mobilisation aussi d'une communauté pour résoudre des challenges que les entrepreneurs sociétaux ont. Donc, ils sont vraiment très à la pointe de l'utilisation de l'intelligence collective aussi. Ce qu'on soutient en général, d'une manière générale, c'est aussi des projets dans les médias, ce qu'on pourrait appeler les médias conscients ou les médias constructifs, des conférences, tout ce qui peut amener, dans les grandes lignes, tout ce qui peut amener un peu plus de conscience. On a soutenu aussi ce qu'on appelle l'économie régénératrice, donc des modèles qui sont porteurs de cette idée. Un label qui s'appelle B-Lab, ou B Corp, c'est un label qui a été lancé il y a quelques années en Suisse et qui est assez performant. Donc, ce sont des critères que les entreprises s'accordent de respecter pour être responsables au niveau sociétal, au niveau écologique et bien sûr économique. Oui. Donc ça, c'est aussi le business for good, ou le business qui est une force pour le bien commun. Comment tu définirais la conscience aujourd'hui ? C'est pas facile comme question. Non, conscience, c'est un très 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 vaste terme, mais la conscience, je crois que c'est être... une très bonne question, ça. Moi, c'est Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si tu me demandais à l'inverse ce que c'est que la conscience, j'aurais parfois du mal à répondre. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, dans les recherches scientifiques aussi, que la conscience n'est pas forcément localisée dans le cerveau. Déjà, d'un point de vue peut-être physiologique, on a pensé pendant longtemps que c'était une production du cerveau. Aujourd'hui, on sait que c'est plus grand que nous. C'est quelque chose qui nous dépasse, la conscience. Voilà, mais simplement pour toi, en fait, qu'est-ce que serait ta définition de la conscience ?
Mais pour ne pas réutiliser ce terme dans ma réponse, j'allais dire prise de conscience, mais c'est plutôt une perception, je dirais, de ce qui est juste pour soi et pour les autres et pour le tout. C'est se rendre compte, par exemple, de ce qu'on fait, de ce qui est, du résultat de ce qu'on fait, de la manière dont on peut impacter les autres ou simplement son environnement, ou même soi-même. C'est comme ça que je répondrai. La conscience est un terme tellement large, donc pour l'instant, je m'en tiendrai à ça. Oui. Tu dis, je le disais en introduction, tu as été producteur, agent d'artiste, et tu disais que finalement, ce métier est pas si différent dans le sens où tu aides des personnes à démultiplier leurs talents, quelque part. Oui, j'ai commencé dans la musique parce que des gens me touchaient. Et je constatais que ces personnes, donc ces artistes, étaient limités parce qu'ils n'avaient pas assez de réseau pour se développer, ils n'avaient pas assez de financement non plus pour se développer. Et donc, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans la musique comme producteur. Et ce que je fais aujourd'hui en philanthropie, c'est pareil. Enfin, c'est le même processus, c'est-à-dire identifier des personnes qui nous touchent, parce que je crois que c'est d'abord une histoire de personnes, de cœur à cœur, et de voir comment on peut les aider à développer leurs projets pour un mieux-être de la société ou de l'écologie. Et donc, c'est quelque chose de très similaire pour finir. L'environnement est différent, mais le processus est le même. À quel moment, toi, Michael, dans ton parcours, tu as vécu une sorte un peu de bascule dans ta vie, hein. Il y a le parcours singulier de ton ami Guibert, hein, dont tu parles, qui est associé évidemment et cofondateur de ce projet. Il y a eu un voyage inspirant. Quelle est la prise de conscience, justement, à ce moment-là, dans ta vie, par rapport à ce que tu faisais, qui avait déjà du sens, d'ailleurs, pour toi? Oui, tout à fait. Donc, dans la musique, ce milieu devenait de plus en plus court-termiste, devenait de plus en plus compétitif. Et ce qui m'intéressait à l'origine dans la musique, c'est justement de pouvoir développer un artiste sur 1, 2 ou 3 albums et de l'aider à développer son univers. Ça devenait de plus en plus difficile de faire ça. Et parallèlement, je découvre l'entrepreneuriat sociétal à travers une association qui s'appelle Ashoka, où je voyais aussi des personnes talentueuses, mais qui avaient une vision long-termiste et qui étaient assez ouverts aussi à ce qu'on les aide. Donc, beaucoup de collaborations possibles, une vision à long terme, et ça, ce sont les ingrédients qui m'ont vraiment fait basculer dans cet autre univers. Et d'un point de vue plus personnel, est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque part aussi une soif peut-être d'absolu ou de spiritualité qui t'appelait et qui avait envie vraiment de te mettre encore plus au service du vivant? La spiritualité est venue progressivement. Elle s'est développée encore plus de manière consciente avec le travail qu'on faisait avec la Fondation. Je dirais que la spiritualité que j'ai développée, c'est surtout l'amour de l'autre aussi, et c'est l'envie de l'aider. L'envie de l'aider et de pouvoir l'aider à rayonner son talent, justement, de manière à ce qu'il devienne lui-même inspirant pour les autres. Il y a cette conscience forte de notre appartenance au grand tout, pour toi. Oui. C'est-à-dire que nous faisons partie de l'univers, finalement. Je suis convaincu que nous sommes tous interconnectés et donc interdépendants. Je suis convaincu aussi que le vivant a une conscience, que nous dépendons du vivant, il y a quelque chose qui s'est développé en moi de manière à ce que pour moi c'est indiscutable, c'est comme ça. Et donc il y a une responsabilité vis-à-vis d'un animal, d'une plante et surtout aussi d'autres humains qui participent à un équilibre. Nous sommes tous du même écosystème et cet écosystème, s'il est en harmonie, retrouve un équilibre. Aujourd'hui, cet équilibre est très perturbé. Et c'est ça que nous voulons changer également sur le plan spirituel. C'est ce que nous voulons participer. Nous voulons participer à changer ça et à retrouver cette harmonie. Ce ne sera pas du tout facile, mais je crois que ça commence par soi-même, de trouver l'harmonie dans son propre corps, dans son propre esprit, pour pouvoir l'exercer à l'extérieur. Comment nos blessures d'enfance et nos chemins personnels peuvent être finalement des points d'appui et puis des ressorts pour cheminer? Très bonne question. Je crois que la vie est une série d'expériences successives, desquelles, pour moi en tout cas, il est joyeux d'apprendre. De nouveau, c'est une question de point de vue. Donc les blessures qu'on aurait acquises durant notre enfance, notre adolescence et même aussi pendant notre vie d'adulte
développent des croyances. Et ces croyances sont peut-être tout à fait justifiées au moment où elles ont été développées, mais je crois qu'à un moment donné, elles ne servent plus. Au contraire, elles nous empêchent d'évoluer et de s'épanouir. Et le devoir, c'est de pouvoir affronter ces croyances, donc qui sont liées à ces blessures dont tu parles, pour moi, nous fait grandir. Parce qu'on remarque, en fait, que la plupart du temps, ce sont des choses dont on n'a pas du tout besoin et qu'elles n'ont pas d'importance. Et que si on arrive à s'en débarrasser, ou plutôt à les transformer, ça nous amène, en fait, une certaine liberté que ces croyances nous empêchaient d'avoir. Et ça, pour moi, c'est la joie. Ce sont des petits bonheurs, c'est des petits moments de joie, de nouveau, qui s'additionnent les uns aux autres, qui amènent aussi quelque chose de très joyeux. Pour moi, c'est la liberté. Toi, dans tes prises de conscience successives, est-ce qu'il y a des outils qui t'ont particulièrement aidé? Je pense à la méditation, je sais que tu l'as pratiquée beaucoup à une époque, ou est-ce qu'il y a ou le contact avec la nature? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'élan aussi? Parce qu'il faut pouvoir se pencher aussi sur ses blessures et ses croyances, c'est pas forcément facile. Au début de la fondation, j'ai été invité à un voyage, tout à fait de manière fortuite, en Amérique du Sud. Et avec Guibert, d'ailleurs, nous avons passé 2 semaines dans la forêt amazonienne. Et là, nous avons été invités à faire une cérémonie d'ayahuasca avec ces gens. C'est les Jachuars, c'était en Équateur. Un moment extraordinaire, avec énormément de bienveillance, beaucoup d'amour. Et cette expérience m'a amené beaucoup comme je disais tout à l'heure, d'une conviction extraordinaire de connexion avec le vivant en général, de tout. Et sachant ça, ça m'a aussi enlevé des peurs, en fait, que j'avais. La peur de l'autre, la peur de la nature, éventuellement la peur des animaux, et comprendre de nouveau que chaque chose a une conscience. Chaque chose ou chaque être, en fait, que tout le vivant a une conscience quelque part. Oui, exactement. Quand je dis chaque chose, c'est plutôt chaque être vivant a une conscience. De nouveau, une plante, un animal. Que nous sommes en fait interconnectés à ce niveau-là. Exactement. Et même au-delà, beaucoup plus loin. Je veux dire, c'est pas simplement se limiter à cette terre-ci et à cet organisme vivant qu'est la Terre. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est cette interconnexion, je veux dire, avec le tout. Le tout, et qu'on peut l'écrire avec un grand T, d'ailleurs. Et en quoi, justement, une forme de spiritualité plus globale peut-elle aider à cette prise de conscience que nous sommes tous interconnectés? Est-ce que toi, chez les entrepreneurs que tu rencontres, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, finalement, tu sens aussi cette soif de faire passer la conscience et la spiritualité dans les projets pour les aider, finalement, à mettre du sens? Oui, je crois que ce qu'on aime faire aussi, c'est les accompagner sur ce chemin, en tout cas comment dirais-je, les inviter, pas les accompagner, mais les inviter à prendre ce chemin, à ce qu'ils rentrent dans une certaine introspection pour vraiment comprendre ou être sûr est-ce que ce qu'ils font est juste pour eux? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire? Est-ce que c'est vraiment la chose qui les anime? Donc, est-ce que c'est l'appel du cœur, pour finir? Parce qu'on vit dans une société où il y a énormément de pression de part et d'autre pour faire. Et il y a très peu de personnes qui osent aller dans l'être. Et je crois que c'est dans l'être qu'on trouve la justesse de ses actions et qu'on peut être beaucoup plus efficace dans ses actions. Donc, en effet, on peut les accompagner également de cette manière, parce qu'on les invite une fois par année une retraite de 3 jours où on leur propose d'oublier tout ce qu'ils font. Ils enlèvent leur casquette d'entrepreneurs sociétaux et on parle de qui ils sont vraiment et du sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Ça, tu sens vraiment que ces rencontres et ces retraites cœur à cœur mériteraient d'être démultipliées dans la société pour se retrouver justement sur un essentiel? Je ne sais pas si ce sont des retraites qui doivent être faites au niveau de la société, mais ça se fait déjà pas mal en entreprise, justement pour arrêter un petit peu et voir un peu ce qu'on a autour de soi, faire un temps de pause, prendre un temps de pause. Mais ici, on aimerait aller plus loin. En effet, c'est voir qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui nous fait sens. Et ça, je pense, par contre, que c'est une question que énormément de
personne devrait être encouragé à se poser. Oui. Alors, est-ce que c'est sous forme de retraite, méditation, une grande balade dans la forêt, ou partir 2 semaines dans la montagne ou dans un désert? Ça, c'est suivant l'appel de chacun. Il n'y a pas de recette miracle. Par contre, s'arrêter à un moment donné et réfléchir, qu'est-ce qui est bon pour soi, faire le point de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on a envie de faire. Ça, je crois que c'est important. C'est important, ça devrait faire partie presque d'une hygiène de vie. C'est pour ça que les vacances, c'est à ça que les vacances servent aussi, quelque part. Mais bon, pendant les vacances, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plein d'autres choses qu'on ne fait pas pendant l'année. Et on s'oublie un peu. Je crois qu'il faudrait se rappeler un peu à soi-même et reprendre du temps pour soi. C'est pas toujours facile à faire. Non, c'est pas facile à faire, c'est ça. Je pense au fondateur de Voyageurs du Monde, qui a ce magazine qui s'appelle Vacances, sans S à la fin, et qui invite vraiment à cette idée de la vacance, justement, de vaquer, dont on a oublié peut-être un peu le sens premier des vacances. Maintenant, il faut s'agiter, à nouveau faire, alors que toi, tu invites aussi à, justement, peut-être ce temps d'introspection, de rien faire. Hier, j'interviewais quelqu'un pour un podcast qui me disait « Je suis parti au désert, je suis parti en retraite ». Et pendant ces retraites, dès qu'il y a une pensée de faire qui vient, je l'évacue vraiment dans cette idée de rien mouliner. Parce que parfois même, on est en temps d'introspection et puis on en profite pour cogiter, pour nourrir des graines à nouveau. C'est pas facile, hein? Non, tout à fait. Mais tu me fais penser à une image, c'est qu'en fait, Thierry Janssen a dit dans son dernier livre qu'en fait, le silence n'est pas une absence de bruit, mais plutôt un espace dans lequel peuvent émerger des idées ou des sons. Et c'est un peu l'idée de la méditation d'ailleurs, justement, c'est de se retrouver dans cet espace de silence, c'est-à-dire où l'esprit est calme, et recevoir l'information qui se trouve en nous et autour de nous. Et cette information, si on arrive à l'entendre, à l'écouter, elle est juste pour nous. Et ça, c'est, je crois, aussi quelque chose qu'on pourrait appeler l'appel du cœur par rapport à soi. Comment toi, alors la fondation est née il y a combien de temps maintenant ? 9 ans. 9 ans. Comment tu as vu les choses évoluer comme ça sur presque une décennie finalement par rapport au début ? Je vois qu'il y a de plus en plus l'acceptation du fait que des personnes pourraient avoir un purpose, on dit en anglais. Un but, une mission ou un objectif ? Un sens. Excuse-moi. Je te fais toute la litanie des possibles. Non, de trouver son propre sens. Je crois que ça, c'est de plus en plus accepté. J'ai vu des jeunes, même de mes amis, des enfants de ma famille, des enfants d'amis à moi qui avaient des belles places chez L'Oréal, par exemple, en vue de devenir directeur, etc. Et tout d'un coup, ils ont dit non, c'est pas ce que je veux. Et ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont abandonné leur poste et qui travaillent maintenant pour des plus petites structures, mais des structures qui donnent beaucoup plus de sens à leur vie. Ça, on le voit de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui évolue. Mais je crois que le monde évolue d'une manière, enfin, ensemble, si tu veux, vers plus, justement, de sens. Le mot spiritualité, par exemple, quand on a commencé, on ne pouvait pas trop le prononcer parce qu'il était incompris. Aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu, qui fait partie du langage courant. Il y a un autre mot que je voudrais rajouter, en tout cas dans notre langage courant, c'est le mot amour. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du vivant. Parce que je crois qu'il est temps de prendre conscience que l'amour, avec un grand A, est quelque chose qui nous apportera énormément de bonheur. De nouveau, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de peurs qui existent. La peur du jugement, la peur du jugement de soi et la peur du jugement des autres. Ce sont des choses qui retiennent un peu. Mais petit à petit, je crois que si on amène ce mot dans notre vocabulaire, ce sont des choses qui vont devenir usuelles et qui vont estomper certaines peurs. Comment vivre vraiment l'amour ? Parce que c'est pas facile, c'est vrai qu'on peut en parler comme concept, et puis ensuite se placer vraiment au niveau du cœur dans cette perspective, ça demande une sorte de volonté, ou voire même de vigilance parfois, de revenir sans arrêt à ça. Mais, de nouveau, je crois qu'il faut commencer par l'amour de soi, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et comme on en parlait tout à l'heure, je crois que l'amour de soi est assez difficile à se donner parce qu'on a développé des croyances, on a des blessures qui ont été de notre vie, même parfois des vies antérieures ou alors des vies transgénérationnelles. Oui. On porte des choses qui ne sont pas toujours à nous.
Et je crois vraiment que apprendre à s'aimer, c'est un long chemin. Je n'y suis pas encore moi-même, mais on y arrive de plus en plus. On est tous en chemin. Hein. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est être tolérant aussi. C'est être tolérant avec soi, accepter nos erreurs, accepter nos défauts, parce que défaut, de nouveau, c'est un auto-jugement, mais accepter qui on est et se dire, au fait, on n'est pas si mal que ça. Et en fait, ce que j'ai, matériellement, c'est pas si mal que ça. Les amis que j'ai, la famille que j'ai, c'est pas si mal que ça. Au contraire, c'est magnifique et on m'aime. Pourquoi est-ce que je me juge autant? Donc ça, ce sont des questions qu'on pourrait se poser et je crois que ça va amener l'amour vers le vivant, vers l'autre. Pourquoi est-ce qu'on est aussi amoureux de son chien ou de son chat alors qu'on ne l'est pas vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre? C'est parce qu'on n'est pas jugé par son chien ou son chat. Et donc, si on arrive à diminuer le jugement qu'on a de soi-même, c'est d'abord en commençant d'arrêter à juger les autres. Donc, c'est un mécanisme qu'il faudrait arrêter, en fait, dans notre esprit. Ça pourrait amener à des résultats qui pourraient être très intéressants. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel qu'on trouve en effet chez les animaux et puis chez les enfants, quand ils sont tout petits. Qui vous saute dans les bras en permanence, voilà, avec cette joie du cœur d'enfant, et puis qu'on perd finalement en grandissant, cette espèce de condition de l'amour. Oui, parce qu'on se sent jugé, parce que, comme je disais tout à l'heure, la société nous demande énormément, et on oublie l'aspect personnel des gens, on oublie la personnalité des gens là-dedans. Et ça revient par contre, enfin, c'est ce que je vois autour de moi, parce qu'on a envie de ça, donc on se positionne différemment. Ouais, c'est juste. J'aime bien cette idée on a envie de ça. Je parlais tout à l'heure que ça procédait quand même d'une volonté, d'un élan, d'un désir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à un moment donné, de dire j'ai envie de ça. Oui, on a envie de ça. Pourquoi est-ce qu'on a envie de ça aujourd'hui et pas il y a 10 ans ou 20 ans? Moi, je crois qu'il y a une évolution d'ordre cosmique, si tu veux, qui permet justement à la fréquence vibratoire de s'élever. On en fait partie. La Terre vibre de plus en plus, d'une fréquence vibratoire de plus en plus élevée, on est dessus, donc forcément par sympathie, on vibre aussi un peu plus, avec une fréquence un peu plus élevée. Et je crois que c'est ça en fait qui fait partie de cette prise de conscience qu'on veut autre chose. Et donc c'est un engrenage quelque part, parce que ça commence avec certains, on les prend pour des fous, pour des bobos, et puis au fond on se dit tiens, c'est pas si mal que ça. Et petit à petit ça s'installe de plus en plus, et ça prend de plus en plus de sens pour tout le monde. Et on a envie autre chose. On est vraiment pressé. Enfin, je parle d'une manière générale. La société est pressée comme un citron. Et il y a des alternatives qu'on commence à voir. Donc, ces alternatives existent. Et des gens regardent ces alternatives en disant, oui, au fond, pourquoi pas moi? Oui. Moi, je crois que c'est une évolution naturelle des choses aujourd'hui. On est en train de passer dans ce qu'on appelle aussi l'ère post-matérialiste, même au niveau des sciences, hein, où on était au XVIIIe siècle, très cartésien, avec cette science finalement où Dieu a disparu. Et aujourd'hui, je trouve que c'est chouette, parce que l'idée, c'est pas de jeter la science. Il y a des choses extraordinaires dans la science et des progrès magnifiques, mais de revenir à une espèce de voie du milieu plus juste, où on a cette conscience de cette interconnexion aussi dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est sûr que la science, c'est passionnant ce qui se passe dans la science. Malheureusement, c'est que la science veut toujours tout prouver. Alors, il y a des choses qui sont difficiles à prouver. La preuve, qu'est-ce qu'on ressent pour finir? Comment est-ce qu'on peut prouver l'amour? Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on ressent? Et ce qu'on ressent, on le ressent, et donc on est sûr que c'est là. Mais ça, on ne peut pas le prouver. Donc je crois que ça, c'est aussi une évolution intéressante, c'est de pouvoir prendre le temps de ressentir les choses. Pas le besoin de le prouver. Je veux dire, on le prouve dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent moins bien? Comment est-ce que les gens nous regardent? Et comment est-ce que nous regardons les autres? Il y a moins d'agressivité dans les relations. Tout ça, ce sont des choses qui, entre guillemets, prouvent que ce qu'on ressent est juste et qu'on peut lui faire confiance à ce ressenti. Comment toi, qui es un homme et qui a 2 frères et qui s'est entouré d'un 4e larron qui est Guibert, donc c'est masculin, c'est yang, comment aujourd'hui la polarité masculine peut-elle justement ou semer en chemin pour apporter sa lumière et devenir quelque part un homme soleil, solaire? Je pense que c'est une question de trouver sa propre harmonie avec ces deux côtés, le yin et le yang, donc le côté masculin et le côté féminin.
Je crois qu'il y a le tout dans tout. C'est vrai que pourquoi il n'y a pas de femmes autour de nous? Il y en a. On travaille avec des femmes au bureau. Il y en a une, Elena, elle est là. Il y en a une autre qui s'appelle Sarah. Mais je crois que c'est simplement un concours de circonstances. C'est pas une volonté particulière. Non, mais c'était justement comment vous, en tant qu'homme avec justement un bon équilibre, je trouve, de yin et de yang, pouvait apporter quelque chose de différent par rapport peut-être à un patriarcat qui est vu souvent comme... c'était pas du tout une critique, c'était vu dans le positif. Voilà, c'était vu plutôt au sens positif. Peut-être, je sais que dans les cercles d'hommes MKP, par exemple, on parle de ces nouveaux guerriers, entre guillemets. Alors, le terme guerrier reste quand même un terme guerrier, c'est un peu de samouraï. Mais comment le masculin, aujourd'hui, est en train de se repositionner à une place peut-être plus juste et que vous avez envie, vous, d'apporter ça, c'est ce que je sens? Oui, tout à fait. Nous, enfin, on a un appel vers plus de collaboration, parce qu'on pense qu'une personne ne peut pas tout savoir et ne peut pas tout diriger. Et que tout se trouve, de nouveau, par l'interconnexion de tout se trouve dans la nature. Nous sommes chacun des êtres différents, avec des personnalités différentes, et donc des talents et des dons différents. Donc autant collaborer avec des personnes qui amènent quelque chose en plus que nous n'avons pas, plutôt que de se dire « mais non, moi je sais faire ça, je vais le faire moi-même ». Donc on prône plutôt, parce qu'on est convaincu que c'est vers cela qu'il faut aller, vers la collaboration, vers, de nouveau, l'écoute de l'autre et la compréhension de l'autre pour pouvoir entrer dans une belle collaboration. Et ça, je pense que c'est plutôt le côté féminin dont tu parlais, moins matriarcal. Mais de nouveau, je ne suis pas pour le matriarcal ou patriarcal, pardon. Je suis plutôt pour un équilibre des deux, parce que, de nouveau, il n'y a pas de tension quand on trouve cet équilibre. Et dans les tensions, on trouve de la fatigue, on trouve de l'énervement. Il n'y a aucun bonheur dans la tension, quelque part. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu te sens plus à ta juste place aujourd'hui dans ce monde, Michael? De plus en plus. De plus en plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un long chemin. C'est le chemin qui est assez, qui est, je dirais, sympathique et amusant et qui amène de la joie. C'est ce qui est chouette à faire dans la vie. Mais au fur et à mesure qu'on avance et que la société évolue, nous rencontrons aussi des gens qui s'ouvrent et qui sont de plus en plus ouverts à ce que nous voulons, à ce que nous souhaitons. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable parce qu'on se sent moins seul. Comme je parlais tout à l'heure, la collaboration est beaucoup plus facile. Et il y a plus de joie parce qu'on se prend moins la tête pour finir. C'est ça, tout simplement. Ben oui. Cette dernière question, on arrive à la fin de ce podcast. Michael, quelle est ton espérance pour ce monde et quelque part ton espérance aussi de métamorphose? Ce podcast s'appelle Métamorphose pour ce monde à venir qui est à la fois demain mais maintenant. Que chacun prenne conscience de l'importance qu'il peut avoir sur cet énorme échiquier et de l'importance que chacun vive sa vie tel qu'il le comprend, tel qu'il le ressent, tel qu'il l'entend. C'est pas pour ça que ça veut dire être égoïste, loin de là, au contraire, mais pour amener de la joie chez soi, je crois qu'il faut vivre sa vie et s'engager dans la vie, ne pas avoir peur de la vie. La vie nous a fait un cadeau magnifique, c'est de nous donner la vie, et la manière dont on peut récompenser ou remercier la vie, c'est de rentrer dans la vie. C'est une très belle conclusion qui donne un bel élan, je trouve. Michael Lunn, merci infiniment pour cet entretien. On peut retrouver les ressources inspirantes de la Fondation sur le site lunnfoundation.org. C'est bien cela? Oui, merci beaucoup Anne. Merci à toi. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ça y est, le printemps revient. Après un hiver intense, je vais pour ma part m'offrir une petite détox de printemps à l'aide du soufre pour le foie, du chrome pour drainer et aider le pancréas, puis de la citrobétaïne pour la régénération du foie et comme alcalin. Et je vous conseille personnellement d'utiliser la gamme de chez Oemine Nature sur oemine-nature.com qui propose depuis plus de 20 ans des vitamines, des oligo-éléments d'origine naturelle, des extraits de plantes et des cosmétiques bio formulés par un dermatologue. Merci infiniment à eux pour leur soutien.